Bonjour à tous et bienvenue sur le revenu universel sans complexe, votre nouvelle chaîne dédiée au revenu universel. Mes confrères, moi-même et également vous derrière votre écran allons tenter de définir le revenu universel, essayer de comprendre ses enjeux, de lister les questions qu'il soulève et tenter d'y répondre. Notre travail va également se fonder sur certaines expériences qui ont déjà été menées. Attachons-nous premièrement à la définition du revenu universel. Permettez-moi de commencer par un petit point historique. Figurez-vous que le revenu universel est une idée qui date de la Révolution française. En effet, sa paternité est attribuée à Thomas Paine, un intellectuel et révolutionnaire français, américain et britannique. Il est élu député du Pas-de-Calais en 1792 et il rejoint ensuite le Comité des Neufs qui était en charge de rédiger la Constitution de la République. Il invente le dividende universel. Pour lui, chaque homme, en tant qu'habitant du globe, est copropriétaire de la terre. Chaque propriétaire terrien sera redevable à la communauté d'un loyer naturel. Ce loyer naturel sera ensuite versé à l'État et sera redistribué sous la forme d'une allocation annuelle à tous. Il convient, selon lui, de créer un fonds national pour payer à tous les individus qui auront l'âge de 21 ans la somme de 15 livres sterling à titre d'indemnité du droit naturel dont le système de propriété territoriale les a dépouillés. Plus de 200 ans plus tard, le revenu universel continue de faire débat. Le revenu universel s'était imposé comme une idée centrale de Benoît Hamon lors des élections présidentielles de 2017. Malgré la défaite du candidat, le revenu universel est une des grandes idées novatrices qu'ont retenues les Français. Nécessaire à l'égalité pour certains, utopique et irréalisable pour d'autres, le revenu universel n'a pas fini de faire parler. Le revenu universel, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un revenu versé à tous, universel, indépendamment de la situation familiale de chacun, individuel et sans contrepartie, inconditionnel. Il est versé tout le temps de la vie. Le revenu universel se démarque alors du revenu d'assistance traditionnel tel que le RSA en France. Le RSA est lui soumis à un contrôle des ressources, versé sur une base familiale et conditionné à des efforts d'insertion professionnelle ou sociale. Le revenu universel pourrait, selon certains partisans, permettre de vivre décemment sans travailler, alors que le RSA est quant à lui volontairement faible, de manière à ne pas désinciter au travail. Le revenu universel serait également cumulable avec d'autres revenus comme le salaire. Mais les partisans du revenu universel ne sont pas tous d'accord sur les modalités d'application. Certains proposent de le verser sans condition d'âge, tandis que d'autres veulent le donner seulement aux adultes ou alors donner un montant plus faible aux jeunes. Certains souhaitent que son montant soit fixé aux alentours de 500 € afin de ne pas encourager l'inactivité, tandis que certains souhaitent que son montant atteigne 1 000 € pour que les citoyens aient le choix de travailler ou non. Autre point de désaccord, le financement. Les dépenses de l'État vont donc augmenter avec le revenu universel. Certains estiment qu'il faut compenser cette hausse en supprimant une partie des taxes existantes. D'autres souhaitent augmenter l'impôt sur le revenu. Le revenu universel défendu par Benoît Hamon est le suivant. Il préconise une mise en place en 3 étapes. D'abord, un revenu universel de 750 € pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, puis le versement dès la naissance d'une allocation de 300 €, 200 € pour les parents et 100 € placés sur un compte utilisable à leur majorité. Et enfin, troisième étape, un versement universel financé notamment par des taxes sur les robots, les ressources naturelles et les transactions financières. Les questions concernant le revenu universel sont toujours les mêmes. Incite-t-il à l'oisiveté ou au contraire à prendre des risques professionnels? Les bénéficiaires en profitent-ils pour passer plus de temps avec leur famille ou se former davantage? Se comportent-ils en cigales qui dépensent à tout va ou plutôt en fourmis économes? Arrêteront-ils de travailler? Leur santé s'améliorera-t-elle? Seront-ils plus ou moins créatifs? S'engageront-ils davantage dans la vie sociale? La crise du Covid a accéléré les choses et relancé les débats sur le revenu universel. En effet, les inégalités se sont creusées. Les secteurs d'activité ont été touchés de façon très disparate pendant la crise. L'hôtellerie, le tourisme, la restauration, le transport ou les services marchands ont été très fortement touchés.
La crise a majoritairement touché les ménages à revenus modestes qui sont moins enclins à télétravailler et donc plus touchés par la maladie. Aussi, le chômage partiel a permis de garantir les revenus de salariés actifs déjà en emploi uniquement. Autre victime majeure de la crise, les jeunes et les femmes. Pour les jeunes diplômés tout d'abord, le marché du travail s'est fortement détérioré, conduisant à une réduction des postes pour ces nouveaux entrants. La précarité étudiante s'est également très fortement multipliée. Les femmes sont globalement perdantes de la crise, comme le précise Esther Duflo, prix Nobel d'économie et spécialiste de la pauvreté. Les femmes auraient vu se réduire de manière considérable leur participation au marché du travail afin de se concentrer sur la sphère domestique principalement. Benoît Hamon a annoncé à ce sujet: La crise du Covid-19 a remplacé mes hypothèses par des faits et a donné raison à mon analyse, notamment sur le rapport au travail qui a considérablement évolué. On voit qu'avec le télétravail, il est de plus en plus difficile de distinguer temps de travail et temps personnel. Les salariés deviennent presque disponibles 24 heures sur 24. Cela fait apparaître une forme d'aliénation par le travail qui va à l'encontre des discours naïfs qui consiste à dire que tout le monde s'épanouit par le travail. À la mi-avril, ce sont les chiffres de l'emploi qui inquiètent. Plus de 10 millions de Français sont au chômage partiel. C'est donc par crainte d'un creusement des inégalités en cette période de crise que 19 présidents de départements issus du PS ont plaidé pour l'instauration d'un revenu universel. Ils ont dit à ce propos: alors que la crise sanitaire du Covid évolue chaque jour un peu plus en une crise économique mondiale, poussant nos systèmes de solidarité dans leur retranchement, le revenu de base apparaît comme une solution pour amortir le choc social qui risque de faire basculer nombre de nos concitoyens dans la précarité. Certains pays ont déjà mis en place des systèmes qui se rapprochent du revenu universel. Depuis le 6 mai 2019, les Italiens vivant sous le seuil de pauvreté, fixé à 780 € dans la péninsule, peuvent demander le revenu citoyen. En mai 2020, l'Espagne instaure un revenu minimum vital. Ce revenu minimum vital a été fixé à 462 € par mois pour un adulte vivant seul. Les familles toucheront 139 € mensuels pour chaque personne supplémentaire, adulte ou enfant, avec un plafond fixé à 1015 € par foyer. Même en France, l'idée fait son chemin. En effet, Emmanuel Macron a lancé un débat concernant un revenu universel d'activité. Il s'agit d'un projet de prestation sociale visant à fusionner le plus grand nombre de prestations dans l'objectif de faciliter l'accès des bénéficiaires et gagner en simplicité. Les premières concertations sont lancées par Emmanuel Macron le 3 juin 2019. La fusion envisagée initialement concerne le revenu de solidarité active, le RSA, la prime d'activité et l'aide au logement. En revanche, là où Benoît Hamon envisageait à terme la généralisation du revenu universel à tous, le président de la République ne vise qu'à promouvoir une allocation unique et délivrée sous conditions. Benoît Hamon a dit à ce propos: c'est un RSA conditionnel, le président a beaucoup insisté sur les contreparties. Depuis 1989 et l'instauration du revenu minimum d'insertion, la France s'est dotée d'un revenu garanti. Concernant son montant, le législateur a souhaité que le travail reste plus rémunérateur que le RMI. Depuis son introduction, il était possible pour un bénéficiaire de cumuler des revenus d'activité avec le RMI pendant une certaine durée. Ces mesures temporaires, dites d'intéressement, avaient pour objectif de favoriser la reprise d'emploi. Au-delà de cette période d'intéressement, le RMI devenait une prestation dite différentielle. Le montant versé diminuait d'1 € lorsque les ressources du foyer augmentaient d'1 €. Le caractère différentiel de l'allocation a suscité des interrogations quant à la possibilité de création de trappes à inactivité. En 2019, le RSA a remplacé le RMI et son système d'intéressement dans le but de lutter contre ce phénomène. Le RMI, depuis devenu RSA, comme le revenu universel, suscite des interrogations. Les allocations incitent-elles les bénéficiaires à ne pas reprendre d'emploi faute d'intérêt financier ? Selon les études empiriques, les raisons financières ne sont que très rarement un frein à la recherche d'un emploi et dans la pratique n'empêcheraient pas l'occupation d'un emploi, même faiblement rémunéré.
Esther Duflo, prix Nobel de l'économie en 2019, a travaillé sur la pauvreté. Elle a démontré dans ses recherches que donner de l'argent aux plus pauvres n'avait aucun effet négatif sur le travail. En ces termes, quelqu'un qui perçoit un revenu garanti ne s'arrête pas de travailler parce qu'il a d'un coup assez d'argent. Assurer une vie digne aux plus pauvres ne coûte pas un pognon de dingue et n'encourage pas non plus à l'oisiveté. Au pire, l'effet sur le travail est neutre et on constate que le fait de redonner de l'autonomie aux individus permet de se former, de mener à bien un projet professionnel, de déménager pour se rapprocher d'un emploi, en bref, de travailler plus. D'autres déterminants entrent en compte dans la reprise d'emploi. Valorisation subjective d'une activité professionnelle, prise en compte des droits sociaux attachés à l'emploi et étape vers un autre emploi plus satisfaisant par exemple. Certains proposent même l'instauration d'un revenu universel totalement déconnecté du travail. Les partisans d'un revenu suffisant assument le fait qu'il pourrait être dissuasif par rapport à l'emploi, puisqu'ils y voient précisément une technique pour réduire le temps de travail. En effet, sur ce point, la réforme aurait des effets ambigus, dans la mesure où le revenu universel serait entièrement cumulable avec les revenus du travail. Certains pourraient s'arrêter de travailler si le revenu universel était suffisamment élevé, comme dans la proposition de Baptiste Milondo, économiste, philosophe et enseignant-chercheur et partisan du revenu universel. Ce sont les personnes les moins attachées au marché du travail qui passeraient à temps partiel, voire s'arrêteraient de travailler. Les jeunes, les personnes peu qualifiées, les femmes avec enfants par exemple. L'instauration d'un revenu de base suffisant ne produirait donc pas une réduction du temps de travail homogène, puisque l'incitation à réduire son temps de travail serait beaucoup plus importante pour les individus aux plus faibles salaires, pour lesquels le revenu universel représenterait une plus grande part des revenus. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur le revenu universel sans complexe qui sera consacrée au pourquoi. Pourquoi instaurer un revenu universel? À bientôt!